Syzygie de Philippe Paternoli aux éditions du Caïman. Prologue. Nord-est du Mali. Le groupe de Touaregs progressait le long de la ligne de crête d'une haute dune, leurs silhouettes se détachant sur fond de ciel blanc. Chacun portait une paire de skis sur l'épaule. Parvenus au sommet, ils prirent le temps d'admirer la vue sur le massif de Tigagar et le mont Essali. Au-delà de ces cimes approchant les 1000 mètres, c'était l'Algérie. Sur leur gauche, la ville de Thessalite était masquée par le relief accidenté, tandis qu'à leurs pieds se déroulait la vallée du Tilemsi et ses oueds intermittents. Leur campement était basé à moins d'1 kilomètre au pied des dunes. La température avoisinait les 35 degrés. Il ne faudrait plus tarder à rejoindre l'ombre des tentes, ce que confirma un homme resté au bas des pistes. « Une dernière descente et on rentre !» cria-t-il avec un léger accent savoyard, les mains en porte-voix. Les hommes bleus s'élancèrent sur la pente raide. Avant le jumelage entre Thessalite et Saint-Jean-de-Maurienne, la notion de glisse était absente de la carte générique des Touaregs. Mais dès le premier échange, un moniteur de ski un peu original avait emporté dans ses bagages une douzaine de paires de skis et bâtons afin d'initier les autochtones aux joies du chasse-neige reconverti en chasse-sable. Dans de grands éclats de rire, c'était à celui qui réaliserait la plus belle chute, rien ne semblant à leurs yeux plus amusant que terminer leur descente sur le cul. Lorsqu'ils eurent tous rejoint l'homme à l'accent savoyard, ils prirent le chemin du campement en une joyeuse file indienne. De retour de cette séance de ski dans les dunes, le lieutenant François Jacquemont retrouva le commandant Vincent Ernaud sous la tente du chef Sérig Ag Hamid, et après avoir rendu le salut à son hôte, s'installa en tailleur sur un tapis posé à même le sol. S'exprimant dans un français très correct, le Touareg désigna un point sur la carte de la région de Kidar déployée devant lui. Selon ces derniers renseignements, des membres d'Aqmi et d'Ansardine semblaient être demeurés dans la région et parmi eux des combattants impliqués dans l'enlèvement de Serge Lazarevic et de Philippe Verdon. L'info serait recoupée et consolidée sans surprise par la direction du renseignement militaire. Ernaud faisait confiance au chef Hamid. Quelques semaines auparavant, les renseignements qu'il avait fournis avaient permis la libération d'un otage hollandais dans la région même de Thessalite. Ernaud remercia leur hôte en utilisant les 2 seuls mots de langue tamashek qu'il connaissait. Sélig Ag Hamid se leva et mit lui-même à chauffer l'eau du thé. Le cérémonial pouvait commencer. Les 3 hommes discuteraient à bâton rompu en dégustant les 3 thés verts successifs confectionnés à partir des mêmes feuilles. Un proverbe local prétendait que le premier thé était amer comme la mort, le second doux comme la vie, et le dernier sucré comme l'amour. Le temps que l'eau parvienne à bonne température, le chef alluma un lecteur de CD faisant jaillir le blues touareg de Tinariwen dans les enceintes grâce au groupe électrogène du campement. Tous les musiciens étaient originaires de Thessalite. L'un des guitaristes, un cousin de Sérig Ag Selim, avait été enlevé par Assardine en 2013 pour être relâché au bout de 3 semaines. Le chef touareg demeurait persuadé que ce cousinage constituait la principale motivation de l'enlèvement, mais, loin de l'impressionner, ces événements avaient au contraire contribué à renforcer sa haine des djihadistes. 1 heure plus tard, après avoir parlé de tout et de rien autour des 3 thés, Ernaud et Jacquemont regagnèrent leur tente sans s'attarder sous le soleil accablant. Les dernières informations recueillies marquaient sans doute la fin de leur mission. Ils n'étaient qu'en reconnaissance et ne devaient pas interférer avec le commandement militaire de l'opération Barkhane, ni avec la DGSE. Ils devaient se borner à confirmer l'existence de membres encore en vie du groupe ayant capturé et retenu en otage Serge Lazarevic. Ils venaient d'en obtenir confirmation, le reste ne les concernait plus. Tout comme l'objet précis de cette mission, même si Ernaud y avait réfléchi. L'otage français libéré quelques mois plus tôt ne semblait pas tout à fait clair. Barbouze en mission, agent du Cube comme lui-même et Jacquemont. Ce dernier venait d'établir une connexion sécurisée avec Paris. Ernaud transmit son rapport. Puis il profita de la connexion pour surfer sur le net et prendre des nouvelles du monde sans grand espoir que ce dernier aille bien mieux depuis la veille. La première info l'intéressa au plus haut point. Des pirates informatiques se réclamant de l'État islamique avaient réussi à prendre le contrôle de TV5 Monde, à interrompre leur programme et bloquer ou détourner les messageries des journalistes de la chaîne. Les ministres s'étaient succédé au siège. Le Premier ministre Manuel Valls en avait fait 3 tonnes comme à son habitude, à croire qu'il se prenait pour Sarkozy. Est-ce que cette cyberattaque avait un lien avec sa mission? Ernaud se promit de suivre l'affaire.
Un bateau chargé de migrants avait coulé au large de l'île italienne de Lampedusa, présentée dans les médias comme une île sicilienne, mais située en réalité à mi-chemin entre les côtes libyennes et celles de la Sicile, à égale distance de Malte et de la Tunisie. Autant dire, au milieu de nulle part en pleine Méditerranée. 150 naufragés avaient pu être secourus. Les autres avaient péri ou étaient portés disparus. Selon les rescapés, plus de 400 personnes, hommes, femmes et enfants, étaient morts. Déjà, en 2013, un semblable naufrage avait fait près de 400 victimes. Ernaud se demandait quand cela allait cesser. Pendant combien d'années encore la Méditerranée se transformerait-elle en un gigantesque cimetière? Combien de morts encore avant que les dirigeants européens abandonnent leur politique migratoire cynique qu'ils tentaient de dissimuler derrière des discours humanistes sans lendemain? Ernaud ne se montrait guère optimiste. Il se rendait compte que le sujet qui préoccupait les Français pour l'heure, c'était de savoir si, oui ou non, le PSG battrait le Barça en Champions League après avoir éliminé Chelsea en huitième de finale. Il parcourait la suite des informations d'un œil désabusé, son attention distraite par les blatèrements de dromadaires non loin de la tente, quand il poussa un juron. « Qu'est-ce qui se passe » s'étonna Jacquemont. Ernaud ne répondit pas. Son regard semblait explorer des horizons lointains. Oublier sa mission, le cube, Acme. Il se trouvait replongé en plein fait divers. Un fait divers vieux de 7 ans. L'histoire d'un échec. L'histoire de plusieurs échecs. Ernaud pensa au jeune officier qu'il était alors fraîchement sorti de l'ENSOP, École nationale supérieure des officiers de police, plein de certitudes, de morgue, d'assurance. Tout ce qui avait fait de lui un officier à la scolarité médiocre, puis un enquêteur moyen, mais bien noté, à ses débuts. À la réflexion, c'était la mort de sa sœur Catherine qui lui avait ouvert les yeux, qui lui avait permis d'être en accord avec lui-même, de laisser libre cours à son tempérament frondeur, de ne plus jouer le jeu. Et par la suite, sa rencontre avec Claire avait définitivement achevé sa mue. Ayant quitté la paperasse, les procédures qui ralentissaient, alourdissaient les enquêtes, il s'était depuis épanoui en œuvrant dans l'ombre, dans la marge, aux ordres du cube. Émergeant de ses pensées, il tourna enfin le portable vers Jacquemont. Lis. L'article relatait la découverte fortuite par une équipe de géologues d'un corps momifié dans une tourbière, non loin d'Écully-en-Diois, une petite ville en bordure de la Drôme. Suivait un paragraphe de vulgarisation scientifique sur les propriétés des sphègnes composant les tourbières. En résumé, ces mousses 1. Conservaient en parfait état les corps qui s'y déposaient. 2. Grandissaient d'1 millimètre par an, ce qui permettait de dater avec précision les corps que l'on y retrouvait. L'homme momifié, car il s'agissait d'un homme, avait été exhumé à 4 mètres de profondeur. Par conséquent, il reposait dans la tourbe depuis 4000 ans. Petit problème. Une analyse des viscères venait d'y déceler des traces d'aspirine. Parfait. Et alors, dit Jacquemont. Ce cadavre, je le connais. Tu l'as rencontré dans une vie antérieure, ce Gaulois? On ne peut pas retrouver de l'aspirine dans l'estomac d'un cadavre qui a effectivement 4000 ans. Si j'ai raison, la momie s'appelle Thierry Lemaire, assassiné dans sa 40e année, pendant l'été 2008.